Ça va, Lolo? Putain, t'es splendide. Ouais, c'est splendide en ce moment. Ah ouais, t'es splendide. Splendide. Ah non, mais vraiment, hein. Ouais, c'est un Mais qu'est-ce que message... t'as fait? Tes cheveux, c'est splendide. Mais ça va continuer à pousser, j'imagine. Non, ça va tomber après. Non, parce que j'ai pas pris la formule chère. J'ai pris la période 3 mois. Il tombe de même après. Ah Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui cherche toujours un slogan en compagnie de Laurent Baffy. Alors n'oubliez pas, en fin d'émission, je reçois Patrick Sébastien qui réagira en exclusivité et pour la première fois à l'annonce de son éviction de France 2. Voilà, et tout de suite j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Très bien, pleine forme. Très heureux de vous voir. Donc vous décernerez vos Moix d'or après la battle. Un peu de bisounoursisme avant de commencer. Vous avez une bonne nouvelle, quelque chose de sympathique? En tout cas, j'ai hâte de perdre mes cheveux, Thierry. Oui. Parce que comme je sais que les implants marchent... C'est vrai que Marc-Olivier Fogiel et Laurent Baffy sont deux exemples. Non, attends, moi j'ai attendu 30 ans. Hein. Ouais. Mais toi, t'as pas essayé la GPA? Ouais. Demain. Ah, il faudrait... Demain. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, faut-il légaliser la GPA en France avec Eliette Abécassi, Valérie Boyer, Caroline Mécari et Yoann Laborie? Eliette Abécassi, bonsoir. Vous êtes romancière, essayiste. Vous publiez Bébé à vendre chez Robert Laffont. Bienvenue parmi nous. Voilà. Valérie Boyer, bonsoir. Vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bienvenue parmi nous. Caroline Mécari, bonsoir. Vous êtes avocate, conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris. Bienvenue parmi nous, Caroline. Yann Laborie, vous êtes chef d'entreprise et papa d'une petite fille de 8 mois. Issu d'une GPA. Bienvenue parmi nous, voilà. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. La GPA, gestation pour autrui, c'est ce qu'on appelle familièrement les mères porteuses. Cette technique permet d'inséminer dans l'utérus d'une femme un embryon qui n'a aucun lien génétique avec elle. Résultat, elle accouche d'un enfant dont elle n'est pas la mère. En France, c'est interdit. Et pour l'instant, Macron n'a pas l'intention de changer la loi. Je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui, au titre de la dignité de la personne humaine et du corps de la femme. Et pour ces raisons-là, il n'y aura pas de GPA. Aux États-Unis, en revanche, la GPA est légale et de nombreuses vedettes y ont déjà eu recours. Des couples homosexuels comme celui d'Elton John, des actrices ménopausées comme Sharon Stone ou Nicole Kidman, ou encore Michael Jackson qui voulait des enfants sans s'encombrer d'une mère. En France, Marc-Olivier Fogiel vient de publier un livre qui raconte comment ses 2 filles sont nées aux États-Unis grâce à une GPA. Je le fais, j'allais dire, un peu malgré ma réserve pour mes filles, pour les autres familles et pour le débat public. D'abord, il a fallu choisir une première femme dans le catalogue de la clinique pour acheter ses ovocytes et les féconder avec son sperme. Ensuite, l'embryon a été inséminé dans le ventre de la mère porteuse. Évidemment, tout ça n'était pas gratuit.
Oui, elles sont dédommagées pour ce qu'elles font, comme la donneuse d'ovocytes l'est. C'est donc un dédommagement équilibré, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est un comité qui le établit, c'est autour de 18 000 €. Aux États-Unis, avec les frais médicaux et juridiques, une GPA coûte environ 100 000 €. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent donc se rabattre sur des GPA low cost. Ainsi, en Ukraine, les tarifs de cette clinique vont de 30 à 50 000 €. Et à ce prix-là, vous pouvez même choisir le sexe de votre enfant. Vous pouvez choisir le sexe de l'enfant dans le paquet VIP. C'est un peu de l'eugénisme, non? Oui. Dans ce reportage diffusé sur Arte, les jeunes Ukrainiennes qui louent leur ventre ne font pas mystère de leur motivation. J'ai besoin d'argent, c'est pour cela que j'ai accepté. Je veux acheter une maison avec. Pour vos enfants? Oui, c'est ça. Bref, la GPA pose de nombreuses questions et même si Marco est très heureux avec ses filles, il sait que son combat est loin d'être gagné. Imaginez aujourd'hui un débat sur la GPA, la société, elle explose là-dessus, c'est inutile de cliver la société. Un jour, peut-être, j'en sais rien, et en tout cas, on n'est même pas à la réflexion sur les modalités de l'ouverture. Comment savoir? D'un côté, c'est impossible d'arrêter le progrès scientifique, mais de l'autre, est-ce que la GPA est vraiment un progrès? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors en France, la justice a interdit la GPA en 1991, mais le débat a ressurgi à travers le livre de Marc-Olivier Fogiel. On commence avec vous, Johan, 34 ans, patron de PME, en couple avec Nicolas depuis 13 ans, marié depuis 2 ans et demi, et vous êtes le repère d'une petite fille née d'une GPA aux États-Unis. Ça vous a coûté combien à vous? Ça nous a coûté 120 000 €. Ouais, 120 000 € sans compter les voyages. C'est ça. Et vous avez mis votre appartement en vente pour pouvoir payer. Oui, il faut pouvoir bien. financer une GPA et c'est pas gratuit. Ça a un coût et on trouve pas de l'argent comme ça. Donc effectivement, on a dû vendre notre appartement pour ça. Et puis il fallait également lui trouver une place à cette petite. En fait, on fait un enfant à 3 dans ce cas-là, parce qu'il y a le sperme du père, il y a celle qui donne les ovocytes et celle qui porte. Donc en fait, on fait un enfant à 3. Exactement. C'est un plan à 3. Pas tout à fait. Alors, votre mère porteuse s'appelle Marissa. Elle a 29 ans, elle travaille chez Tesla, donc à San Francisco. Vous l'avez rencontrée par Skype et vous dites que ça a été le coup de foudre. Ah, tout à fait. C'est vraiment une rencontre humaine avant tout. Ça a été sur un premier Skype. Il faut savoir que c'est pas nous qui choisissons une mère porteuse, c'est pas elle qui nous choisit, on se choisit mutuellement. Et ça, c'est important de le dire. Et effectivement, il y a eu un coup de cœur. Vous êtes toujours en relation avec elle? Toujours, presque tous les jours, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Est-ce qu'elle vit pas un sentiment de frustration finalement d'avoir porté un enfant qu'elle ne voit plus, qui habite en France? Pas du tout. Elle l'a toujours fait dans cette optique-là. Elle a toujours dit je le ferai pour vous amener un bébé. Et c'est comme ça qu'elle l'a vécu, c'est comme ça qu'elle le vit aujourd'hui. C'est pas du tout son bébé, ça n'a jamais été son bébé. Et depuis le départ, ça a été comme ça. Alors, qui est le père biologique entre vous et Nicolas? On ne le dit pas, ça n'a pas d'importance pour nous, on est tous les deux les papas. Mais sur l'acte de naissance, il y a marqué qui est le père biologique quand même. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le dire, on ne le cachera pas à notre fille. Mais on ne le dit pas et ça n'a aucune importance. On a un enfant à 2 et pas juste le père biologique. D'accord. Alors, Eliette Abécassis, vous publiez Bébé à vendre chez Robert Laffont. Vous n'avez pas de problème avec le mariage pour tous, avec la filiation homosexuelle, mais vous estimez que la GPA est une nouvelle forme d'esclavage. Oui, c'est une forme d'esclavage parce que ces femmes qui portent des enfants, souvent elles sont de pays pauvres. En fait, ce qui se passe précisément, c'est que dans ces GPA low cost, eh bien, on prend des ovocytes d'étudiantes californiennes que l'on choisit suivant leur QI et leur physique sur catalogue, qu'on implante dans des femmes de pays pauvres, qui sont en train de légiférer parce qu'il y a eu tellement de dérives comme en Inde, et donc ces femmes portent ces enfants, souvent, alors elles sont surstimulées, elles le font soit pour leur famille, pour leur mari, pour leur père, parfois elles sont même pas majeures. Donc c'est véritablement une nouvelle forme d'esclavage, une violence faite aux femmes, puisqu'il s'agit quand même de porter un enfant et d'être désenfanté. Et porter un enfant, la femme n'est pas qu'un utérus. C'est pas un outil en fait. La femme a un psychisme. Donc le fait de porter un enfant, ça a un coup psychique terrible pour ces femmes. Alors Eliade, vous accusez la société productiviste de fabriquer des besoins. Vous dites, on est passé du désir d'enfant
au droit à l'enfant. Voilà, c'est ça, le droit à l'enfant, ce qui n'a pas été toujours le cas, hein, parce que les enfants dans la société romaine étaient laissés dans la rue et puis s'ils s'en sortaient, on les prenait. Et puis là, tout d'un coup, je dirais à partir de Rousseau, puis Freud, c'est l'enfant roi et on est passé de l'enfant roi à l'enfant nécessaire. Il y a un désir d'enfant qui est très fort parce que la société pousse les gens à vouloir cet enfant qui devient l'objet que l'on veut, l'objet absolu, l'objet à avoir, donc à vendre ou à acheter. Est-ce qu'on veut basculer dans une société où on vend des êtres humains et où on loue des utérus? Valérie Boyer, alors vous dites la GPA, c'est du proxénétisme procréatif. Quelle est la différence entre louer un corps pour un rapport sexuel et louer un corps pour avoir un enfant? Moi, je considère qu'aujourd'hui, cette GPA, c'est une régression pour la cause de la femme parce que ça consiste à la réduire à une machine à reproduire, ça consiste à en faire un meuble, c'est un contrat, et l'enfant est le produit de ce contrat. Personnellement, je considère que depuis la Convention de Genève qui a défini l'esclavage en 1926, le fait d'avoir ce marché procréatif avec une sorte de dumping éthique auquel on assiste aujourd'hui, eh bien, c'est une régression des droits humains. Je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir un enfant. Je n'ai aucun doute sur l'amour qu'on porte à ses enfants. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que notre société veut faire comme modèle le fait qu'on considère la femme, comme l'avait dit si élégamment Pierre Berger, comme un ventre à louer, et les enfants comme un produit à commander, fabriquer et vendre. Caroline Mécari, vous êtes avocate et en première ligne dans la reconnaissance par l'État français des enfants nés d'une GPA. Il y a tout juste un mois, pour la première fois en France, la Cour d'appel de Paris a approuvé une demande d'adoption plénière de jumelles nées d'une GPA au Canada. Et donc, avec ce jugement, la mère porteuse n'existe plus, en fait. Mais je crois qu'il est important d'abord de rappeler que la gestation pour autrui est reconnue comme étant une technique de procréation médicalement assistée par l'OMS. Déjà, je vous parle de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Ce qui est important de rappeler dans ce qui s'est passé en France, c'est que les premiers couples qui ont eu recours à la gestation pour autrui, ce sont des couples hétérosexuels, qui s'est ensuite élargi aux couples d'hommes parce que les homosexuels ont cessé de censurer leur désir d'enfant. Voilà. Donc, pour répondre maintenant à votre question très précise, sur l'acte de naissance des jumelles qui sont nées par gestation pour autrui, la femme qui a porté ces jumelles n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Il n'y a que le père. Et donc, c'est ce qui a permis, pour être simple, de déposer une requête en adoption plénière de l'enfant du conjoint. C'est vous l'avocate de ce couple et vous avez gagné. Que j'ai gagné, en effet. Et donc, sur le plan juridique, les enfants n'ont légalement pas de mère. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne les a pas portés. Bien sûr, une femme les a portés. Et le couple... Mais la mère n'existe plus, en fait. Pas en droit. En droit, il n'existe pas. Mais vous savez qu'en droit français, il existe un cas où, ce n'est pas le cas de la GPA, mais où une femme peut accoucher, elle demande le secret de son accouchement et elle ne sera jamais sur l'acte de naissance, bien qu'elle ait, c'est elle qui a choisi. C'est ce qui choque nos amis. Oui, mais elle a choisi, cette femme, de ne pas être sur l'acte de naissance. Valérie, qu'est-ce que vous avez à répondre à Caroline? Nous avons en France des lois de bioéthique qui ont été portées par Jean-François Mattei, qui est une originalité française. Aujourd'hui, effectivement, avec tout ce débat sur l'indisponibilité du corps humain, sur la dignité humaine, parce que c'est de ça dont il s'agit profondément, eh bien nous avons une sorte de triomphe du droit anglo-saxon et sur le droit germain, sur le droit français. C'est aussi une sorte d'emprise dont nous sommes les victimes, en tout cas c'est mon avis, par rapport à la conception que nous avons de l'être humain dans la société. Comme ça arrive souvent, est-ce que la pratique ne va pas faire évoluer le droit? Écoutez, si la société ne dit pas non, il y a une limite. Cette limite, c'est la dignité humaine. Cette limite, c'est l'intégrité corporelle. On ne fait pas société. Très bien. Mais personne ne dit qu'il faut en France importer, j'allais dire, la réglementation anglo-saxonne. En revanche, vous avez posé une question au tout début de l'émission. Est-ce qu'il faut légaliser la GPA en France? C'est la seule question. C'est la seule question à laquelle moi je vais vous répondre de la manière suivante. Oui, nous pouvons légaliser la GPA en France
à partir de nos principes de dignité de la personne humaine, à partir de nos valeurs de respect de l'autonomie de la femme de la procréation et de la grossesse. Respect de l'autonomie de la volonté des femmes. Vous ne parlez pas au C'est elle qui décide avant tout. Une porteuse, c'est d'abord elle qui fait une démarche pour pouvoir être porteuse. Ce n'est pas un couple d'intention. C'est intéressant, c'est-à-dire que les femmes qui portent les enfants, elles se sont inscrites en fait sur une liste. Bien sûr. On leur met pas un couteau sous la gorge pour le faire, pas du tout. Elles le veulent, elles le souhaitent, c'est un désir. Elles sont réduites à faire cela parce qu'elles sont dans Absolument pas. une situation Pouvez-vous dire ça? Est-ce que financière qui les oblige à porter porter un enfant. Vous en connaissez des mères porteuses? Vous avez discuté avec des mères porteuses? Évidemment, monsieur. Bien sûr, évidemment que nous connaissons le sujet, que nous avons. Sinon, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, la France est le pays des droits de l'homme. C'est pour ça que la France reste tellement contre la GPA et protectrice des hommes, des corps des femmes et de l'être humain d'une façon générale. C'est pour ça que la France résiste à la pression internationale qui est emballée, à un marché qui s'emballe et cet hypercapitalisme qui est en train de dicter sa loi. Pas de marché, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de vente d'enfants. Mais il n'y a pas de vente d'enfants. Mais vous avez parlé de dédommagement, monsieur. Bien sûr, il y a un dédommagement, mais ce n'est pas une vente. Vous avez parlé de votre rencontre et de votre coup de foot sur Skype. Oui. On n'était pas obligé de comprendre que c'était pour un enfant, monsieur. Donc, à un moment donné, je veux bien. C'est une rencontre humaine avant tout. Ce sont des personnes. Je suis d'accord. C'est une rencontre humaine. Tout dépend. Vous parlez de la marchandisation du corps d'une femme. Oui, totalement. Vous dites de vendre un enfant. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez déjà lu un contrat? Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est un contrat qui protège avant tout les mères porteuses. Non, c'est un contrat qui protège les femmes. Non, absolument pas. Absolument pas. Bien sûr que. Vous êtes vraiment hors sol, réellement. Madame, je ne suis pas hors sol. Vous ne connaissez pas les choses. Et on ne peut pas parce que vous ne connaissez pas les contrats. Vous n'avez pas vécu une GPA. En fait, allez sur Internet. Je ne vais pas sur Internet, je l'ai vécu, Madame Boyer. L'un après l'autre. Je me permets juste d'inviter les téléspectateurs à aller sur Internet et à taper gestation pour autrui, grossesse pour autrui, etc. Et ils vont tout de suite tomber sur des sites où ils vont être mis où elles vont être mis en relation avec des personnes, qu'ils soient dans les pays de l'Est ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des États qui sont d'accord et des États qui ne sont pas d'accord. Hein. C'est pas la GPA sur tout le territoire légalisée. Et vous verrez que tout de suite, il est question de contrat et qu'on garantit le corps humain. Madame, vous ne comprenez pas, Madame Boyer, c'est que le contrat protège qu'ensuite Madame, j'ai un cerveau comme vous, je comprends très bien. Bien sûr, il est ensuite présenté à un tribunal qui va rendre un ordre. Mais c'est exactement ce que nous disons. Mais non. Le contrat protège et le contrat garantit le produit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un contrat que c'est commercial. C'est là où vous confondez tout en réalité. Quand je dis qu'on peut légaliser en France selon nos valeurs et nos critères, on intègre évidemment ce que vous dites, c'est-à-dire la non-commercialisation du corps humain. Donc c'est à ça qu'il faut venir. Moi je suis totalement opposée à ça, bien évidemment, mais parlons de ce qui se passe en Angleterre, où on nous a vendu, ce qui est pour moi c'est une escroquerie intellectuelle, la GPA dite altruiste. Parce qu'il ne s'agit pas d'un don de soi, la GPA, c'est le don d'un autre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui remue notre tripes vraiment au plus profondément. Et en Angleterre, il y a cette GPA altruiste, soi-disant, où il n'est question que d'argent. Voilà. Et quand c'est gratuit, ils n'ont pas trouvé les personnes. Est-ce que sur la base, si c'était gratuit, est-ce que vous seriez d'accord? La femme n'est pas réduite à sa matrice reproductive. Mais on ne peut pas utiliser le corps d'une femme comme un outil. C'est pas un outil, c'est pas un objet. Et l'enfant ne peut en aucun cas, l'être humain ne peut en aucun cas, à mon avis, être le produit d'une vente. Laurent. Est-ce qu'il y a des exemples de mères porteuses qui font du rétro-pédalage et qui, malgré le contrat, développent une fibre maternelle et qui engendrent, parce que c'est quand même lié, les hormones. Dans le droit américain, regorge. Il y a toute la qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Elles reviennent sur leur idée originale et donc du coup ça crée des conflits juridiques absolument inexplicables. Non, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que par exemple, si on prend les États-Unis ou le Canada, en fait, les techniques de procréation médicalement assistée et l'expérience qu'ils ont
sur ces sujets qui remontent à plus de 30 ans aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, le premier critère, c'est la femme qui porte les enfants n'est pas génétiquement liée à l'enfant. Par ailleurs, ce qu'on oublie toujours, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Par ailleurs, non mais quand même, c'est quand même important, la femme qui porte l'enfant, personne ne l'oblige à le faire, absolument personne. Elle le fait volontairement, en conscience, et ce n'est pas une pauvresse qui aurait besoin d'argent pour vivre. C'est une femme qui le fait, Non mais attendez, non mais vous répondez pas à ma question. Je viens à votre question. C'est que on n'a pas de cas depuis les 20 dernières années de femmes qui ont porté des enfants pour un couple hétérosexuel ou pour un couple homosexuel qui ait fait un rétropédalage parce que dès le départ, laissez-moi finir. Parce que dès le départ, l'engagement, qui est un engagement dans une relation humaine qui va durer quasiment 1 an et demi, c'est un engagement où la femme qui porte l'enfant sait qu'elle le porte pour ce couple. Et donc, il n'y a pas de rétro-pédalage. Il n'y en a pas. Personne ne change jamais d'avis. Non. Voilà. Elle a répondu. Toi. Franchement, on est dans le monde des bisounours, le monde parfait. C'est pas le cas. Non seulement il y a un lien in utero qui est décrit par toutes les sociétés scientifiques entre la mère et l'enfant pendant la grossesse, c'est une femme, c'est un être humain, c'est pas une machine. D'une part, d'autre part, toutes ces femmes qui souffrent de dépression, qui regrettent, qui ont des difficultés, elles sont totalement effacées du paysage. Yann va conclure ce débat. Un jour, Alfred Jarry, grand écrivain, jouait dans un jardin avec un pistolet. Et sa voisine dit « Vous êtes fou, vous allez tuer mon fils ». Et il lui a répondu « Je vous en ferai un autre ». Ça prouve quoi? Non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire que la notion de personne, d'être humain, de droit de l'homme, etc., sont des notions qui ne sont pas figées dans le temps. Et il est bien clair que là, ce qui est plutôt gênant, c'est la pulsion narcissique. On veut faire un enfant avec son ADN, alors que l'adoption était un moyen beaucoup plus noble, à mon avis, de pouvoir avoir des enfants. Parce qu'il y a effectivement une dictature du biologique qui est insupportable, mais la question centrale, malgré tout, et c'est là que madame a quand même raison sur ce point-là, c'est l'affaire du consentement. La reproduction violente, l'eugénisme n'a pas besoin de la science pour exister. Et là où je rejoins enfin Thierry, c'est que la science ne s'adapte jamais au droit. Et historiquement, le droit a toujours suivi la science. La science, Heidegger dit, la science ne pense pas, mais on finit tôt ou tard par penser comme elle. Et c'est l'avènement de l'eugénisme. Brillant, bravo. Johan, je vous laisse le mot de la fin, comme vous êtes le seul ici à avoir fait une GPA. Dites-nous un mot pour finir. Ce que je voudrais juste dire, c'est que quand on lit votre livre, par exemple Eliette Abekassi, on voit clairement que vous voulez parler d'un sujet sans avoir vécu les choses. Et il faut vivre une GPA, il faut discuter avec une mère porteuse, il faut vivre ça pour se rendre compte que c'est le contraire de la marchandisation du corps de la femme et que je suis le premier à vouloir défendre. J'ai vécu le fait de porter un enfant. Mais c'est pas de ça. Vous l'avez très mal vécu, vous en avez écrit des livres. Je sais ce que ça peut être. C'est pas ça, c'est pas des femmes qui le vivent très bien. Il y a des femmes qui adorent être enceintes. Pas vous, et c'est évident, vous en avez écrit des livres. Arrêtons cette dictature de l'émotion en train de dire que vous avez les bons sentiments et que madame a les mauvais. À un moment donné, je crois que c'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'enfant est un objet? Est-ce que le corps du femme est un outil? La réponse est non. Voilà. Non, la réponse est non. Abekassis, merci d'avoir été avec nous. Bébé avant, chez Robert Laffont. Danaï Boyer, merci d'avoir été avec nous. Caroline Mécarine, merci. Johan Laborie, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Alors cette semaine, les Moix d'or de l'imposture. Ah oui, il y a une brochette d'imposteurs pas piqués des verres cette semaine. Je vais commencer par l'imposture révolutionnaire, Thierry, que je décerne, le Moix d'or, à Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon, il a dit aux policiers qui étaient venus faire une perquisition dans ses locaux, « La République, c'est pas vous, la République, c'est moi ». Alors franchement, vous savez, ça me fait penser, là, il y a une sorte de... Il a fantasmé un contenu. Pour lui, la République qui s'imagine que c'est une sorte de flacon dans lequel il y a un génie. Quand on frotte le flacon, le génie sort, et le seul qui est à l'intérieur est le génie, donc c'est lui.
Alors, il ne faudrait quand même pas oublier que dans l'histoire de France, parce que c'est plus sérieux que ça, cette histoire-là, les gens comme Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années et des années qu'ils se prétendent être la République. Or, pour moi, et c'est ce que disait Jacques Bainville, en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est juste un parvenu de l'émeute. C'est quelqu'un qui, au contraire, a empêché la République de 1789 de se faire parce que celle de 1792 étaient des gens qui, physiquement, venaient menacer les députés, les véritables grands députés qui étaient là avant la Terreur. Donc, si vous voulez, quand Jean-Luc Mélenchon nous parle de liberté, égalité, fraternité, en général, la liberté, c'est celle qui termine dans les goulags. L'égalité, c'est celle qui consiste à découper les têtes qui passent. Et la fraternité, c'est celle qu'on a avec nos amis comme Hugo Chavez, par exemple. Alors, je dirais que si l'extrême droite est la tumeur de la République, Jean-Luc Mélenchon et ses amis en sont la bile. Oh là là! Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, donc j'ignorais quasiment l'existence, enfin d'ailleurs complètement, parce que ignorer quasiment l'existence de quelqu'un, c'est étrange. Un peu surfootballistique, il a avoué, parce qu'il était blessé, il n'a pas pu jouer lors du mondial, il a avoué qu'il avait prié pour que l'équipe de France perde. Ouais. Là encore, il a fantasmé un contenu, comme Jean-Luc Mélenchon, il a pensé que l'équipe de France était lui tout seul. Imaginez Jean Moulin, par exemple, qui aurait refusé de faire de la résistance s'il n'avait pas connu la libération. C'est exactement la même chose. Alors, pourtant, il y a peut-être quelque chose de plus profond là-dedans, quelque chose de plus philosophique. Peut-être que l'être humain n'est pas fait pour le collectif. Reprenons la résistance comme exemple. Finalement, le général de Gaulle a arrimé la résistance à sa simple personne. C'est vrai. Les Jackson 5 ont fini en Michael Jackson. Ouais. Les Beatles ont fini en 4 albums solo. Ouais. Police a fini en Sting, tout seul. Alors, peut-être qu'on pourrait imaginer... Pardon, mais Stone et Chardin a fini en Stone. Voilà, pareil. Donc peut-être que le problème du foot, c'est que ça soit quelque chose de collectif. Alors on pourrait imaginer le foot de manière différente. On prendrait que Zidane et Ronaldo, on les mettrait sur un terrain un peu plus petit, que deux, ils seraient l'un contre l'autre. On arrêterait de jouer avec les pieds, on prendrait des raquettes à la place, on jouerait à Roland-Garros et on se débarrasserait de cette connerie qu'est le foot pour faire que du tennis toute la journée. Alors, le Romané Conti, alors, il y a un autre imposteur. Et cet imposteur, là, cette fois, c'est une bouteille de vin. C'est un vin qui est un Romanée Conti de 1945, qui a été adjugé lors d'une 558 000 $. Alors, on imagine un peu que le type qui a acheté ça, en fait, il veut être en contact avec quelque chose de 1945, quelque chose qui a traversé les époques. Ma grand-mère a traversé les époques, elle n'est pas à vendre. Donc ça veut bien dire que là, il y a quelque chose de spécial. Dommage, j'aurais fait une offre. Mais qu'est-ce qu'on achète, en fait? Qu'est-ce qu'on achète quand on achète un vin de 1945? On ne peut pas le boire, c'est imbuvable. Ouais. Si on le boit, on se retrouve dans le syndrome Banksy dont je parlais la semaine dernière, c'est-à-dire une œuvre qui s'autodétruit. Ouais. C'est con de le boire et c'est aussi con de ne pas le boire. Donc on est un petit peu coincé. Donc moi je dirais que celui qui veut vraiment se donner des sensations et se faire un shoot de 1945, il prend un bon vieux numéro de Je suis partout et ça fera l'affaire. D'accord. Alors la Fiat. Alors oui, vous connaissez mon aversion monumentale pour l'art contemporain, Thierry. Ouais. Alors effectivement, je donne un moix d'or de l'imposture artistique au marché de l'art contemporain, car en 10 ans, les prix ont pris 1400% d'augmentation. C'est comme si, par exemple, la baguette coûtait 28 €, pour vous donner un ordre de grandeur. Nous, on pourrait encore se l'offrir, parce qu'on est pété de thunes, mais ce serait dur pour les gens. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est juste un moyen qui a été inventé pour que des milliardaires dépensent leur argent, parce que bien souvent, ils vont inventer l'artiste pour pouvoir dépenser l'argent des toiles qui n'ont pas encore été faites, mais qui lui demandent de faire. Et alors là, je me suis interrogé sur la progression. Au 19e siècle, ce qui comptait, c'était les collections. La collection, c'était ce qui valait, quoi. Ensuite, c'était la possession. Ça, c'était le XXe siècle. Vers la fin du XXe siècle, on est arrivé à l'acquisition. C'était ça, le moment de l'œuvre d'art. Et maintenant, ça va plus loin. C'est le moment de l'acquisition qu'on achète. Ouais. Et c'est le moment de l'acquisition qu'on vend. Alors, on disait souvent que l'argent n'a pas d'odeur. En tout cas, je dirais que l'argent n'a jamais de goût. Dans la ville de Paris. Alors là, c'est fascinant. Ah oui, un peu touristique à la ville de Paris. On nous dit que les Japonais, les Coréens, enfin, c'est la ville la plus touristique du monde, c'est la ville la plus fantasmée et la plus fantastique du monde. Quand on arrive à Paris, qu'est-ce qu'on voit? Bouba et Caris à Orly qui s'éclatent et on peut mourir sur place avant même d'avoir vu la Tour Eiffel. Paris est une poubelle géante. Paris est encombré par les travaux. C'est un urinoir devenu universel. Il y a des embouteillages, des incivilités. Des rats. Que ce soit des hipsters ou des islamistes, il y a des barbus partout. C'est vrai. Donc on a l'impression que Paris existe partout, sauf à Paris finalement, dans les dessins animés, dans les rêves. C'est-à-dire que les Coréens, ils pensent arriver dans Ratatouille, ils sont dans Cannibal Holocaust quand ils arrivent. Alors
Louis-Ferdinand Céline disait « Paris est un enfer car il n'y a pas la mer ». Je corrigerai Céline, je dirais « Paris est un enfer car il y a la mer de Paris ». Ah là là. Pas pareil, hein. Mimi Marchand. Un peu sur informatique. Mimi Marchand, qui est spécialiste des people, voici, etc., et qui s'occupe de la communication des Macron. Mimi Marchand a eu accès à un logiciel qui est le logiciel Amadeus. C'est-à-dire qu'elle peut savoir exactement qui embarque dans un avion. C'est d'ailleurs comme ça que Thierry Ardisson a su que j'allais à Pyongyang avec Gérard Depardieu. C'est elle qui a vendu la mèche. Donc finalement, si on réfléchit bien, Benalla peut se balader avec un flingue à l'Assemblée nationale. Mimi Marchand peut savoir qui embarque pour Pyongyang. Philippe Besson représente la France à Los Angeles. Stéphane Bern représente d'une certaine manière la République de manière officielle. On peut se demander si l'imposteur total de cette semaine n'est pas le président de la République lui-même. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Yann Moix, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Bravo Yann. Merci, c'est un plaisir. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui cherche toujours un slogan. Laurent Baffy est toujours avec moi. N'oubliez pas, en fin d'émission, je reçois Patrick Sébastien qui réagira en exclusivité pour la première fois à l'annonce de son éviction de France 2. Voilà, et maintenant, j'accueille Pascal Obispo. Marianne James. Tu as perdu ton pari. Ouais. L'escalier a tenu. Ouais. Quel connard. Mais quel connard. Alors Pascal Obispo et Marianne James, bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous dans Pascal Obispo. Quand les gens ont vu que vous n'étiez plus dans le jury de The Voice, certains se sont dit « Oh putain, il va faire un album ». C'est fait. La pochette est top. Elle est très très rock, hein, la pochette. Ouais. On a un peu l'impression que vous essayez d'attraper directement dans la bouche une cacahuète qu'on vous a... C'est pas ça, il se fait juste bourrer par l'homme invisible. Regarde. Alors ensuite, donc, il y aura une tournée dans toute la France à partir du 15 janvier, dont 2 dates Salle Playel à Paris, donc le 12 et le 13 février. Une tournée basée sous le signe du grattage d'oreilles compliqué. Ouais, mais tu sais, quand on est amoureux de tatouages, et surtout ceux de Tintin, ouais, ils sont beaux. Qui me tatouent, on a envie de les montrer. Voilà, alors j'embrasse Tintin. Voilà. Alors... Pardon et tant pis pour la polémique, mais j'embrasse Milo. Voilà. Ouais. J'en ai rien à foutre. Tu vas trop loin. J'en ai plus rien à foutre. Attends. Fais attention. En fin de carrière, j'en ai plus rien à foutre. Ça, c'est shopping. C'est la séquence dans laquelle tu es. C'est shopping. En Marianne James, nouveau spectacle, nouveau CD livre, nouvelle émission, nouveau mec. Il y a des nouveautés qui font plaisir quand même, Marianne, non? Toutes. Tout ce que je viens de dire là, c'est que du bonheur. C'est bien, je suis en haut de la vague. Je dirais, Marianne, heureusement, parce que ces derniers temps, c'était pas vraiment la joie. Vous étiez enfermés chez vous. Vous refusiez de sortir même pour faire des courses. Tu vois, elle était bloquée chez elle. Bon elle se faisait livrer, sûrement. Non, pas du tout. En fait, si tu veux, elle était obligée de chasser, Mais chasser quoi? Pour se nourrir. Magnéto, Serge. Oh. Et c'est dans ma... Oui, c'est chez moi. Des grenouilles. Vous bouffez les pigeons et les grenouilles? Les grenouilles.
Ah non, c'était un crapaud. Hein. Ben, je l'ai embrassé, et tu sais quoi, il s'est pas transformé. Eh ben, il est là. Ah ouais, il est là. Alors, on va parler de votre spectacle Tati Jambon, actuellement à la Grande Comédie de Paris, avant une tournée dans toute la France. Mais d'abord, il y a un truc quand même. Tati Jambon. Bon, Faut assumer, hein. C'est pas très halal, c'est pas très cachère. Non, mais attendez, le jambon, c'est le haut de la cuisse. Chez le rhinocéros, la girafe, le moustique ou le porc. Ah ouais, on dit le vous jambon. Vous avez un jambon, vous avez des bons. Vas-y, balance ton porc, vas-y. Pourquoi vous dites pas, pour les musulmans, Tati rôti de dinde, ou pour les feuges, Tati pastrami? Non, mais ça marche bien. ça marche je pense pas. qu'ils ont dépassé ça. En fait, la vérité, c'est que c'est un surnom qui vous a été donné par ma sœur, par votre sœur, en fait. C'est vrai, hein? Oui. Vous avez un chien vegan chez vous. Charlie. Charlie, le chien ne voulait pas bouffer de viande. Jamais. Et vous êtes arrivé à lui faire bouffer du jambon. Et évidemment, vous êtes surnommé Tati Jambon. Oui, parce que ce chien m'aimait beaucoup. Il est toujours en vie? Non, il est au Ah non. Oh merde. Non, un chat vegan, ça tient 8 jours. Hein. En moyenne. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça va? Mais bien, et vous? Très bien, on est bien, Laurent? Très bien. On a fait un super score la semaine dernière. Ouais, putain. On est ultra contents. Ah ouais, là, on a bien monté la semaine dernière. Si. Jingle. Mon orchestre Ah putain. ne cesse C'est de mieux croître. en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est On y Rémi va. Brica maintenant. T'étais pas à Playel hier? Quoi, On commence par la politique française. Évidemment, remaniement ministériel, il est arrivé. Oh Qu'est-ce qu'on a kiffé découvrir la composition du nouveau gouvernement. Bon, alors c'est vrai que c'est un petit peu comme la composition des nems chez le traiteur chinois. On sait pas bien ce qu'ils ont foutu dedans, mais on sent que c'est pas bon pour la santé. Et donc, dans les nouveaux venus, il y a notamment Franck Riester, Didier Guillaume, Emmanuel Vargon. Voilà, c'est un petit peu le qui est-ce. Hein, vous connaissiez ce jeu qui est-ce, voilà, qui c'est qui a une moustache, c'est Jacqueline Gouraud. Non, après cette blague lamentable sur le physique, détaillons plus précisément ce gouvernement. Christophe Castaner est le poste le plus attendu, ministre de l'Intérieur. Après les inondations dans l'Aude, ça fait quand même une deuxième catastrophe naturelle en une semaine en France. Christophe Castaner devient donc le premier flic de France. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on n'imagine pas trop à quoi ressemble le dernier, parce que... Autre personnalité qui a fait parler, Emmanuel Vargon, ancienne directrice de la com de Danone, nommée secrétaire d'État à la transition écologique. On était passé vraiment à deux doigts d'avoir Nordal Lelandais comme secrétaire d'État à l'enfance, mais... Oui, parlant d'enfants, à 29 ans Gabriel Attal est le plus jeune membre d'un gouvernement de la 5e République. Bon, alors évidemment, tout est relatif. 29 ans, c'est vrai que c'est très jeune dans un casting de gouvernement, mais c'est beaucoup trop vieux dans un casting de Jean-Marc Morandini. Et le soir du remaniement, le président s'est adressé aux Français, on l'a tous regardé et on a surtout remarqué le manque d'éclairage, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a amusé de voir un despote mal éclairé. Bravo. Mais son entourage évoque un problème technique pour expliquer ça. Alors c'est vrai qu'on critique, mais au fond, en éteignant la lumière à l'Élysée, c'est la première fois depuis le début de son quinquennat qu'Emmanuel Macron pose un acte écologique fort. On passe à gauche. Des départs au Parti Socialiste, Mélenchon est prêt à accueillir Lindemann et Morel chez les Insoumis, mais pas Drey. C'est pas bien. C'est pas bien quand un mec de gauche choisit ses migrants. C'est pas bien. Et puis, ça lui a pas porté chance dans la semaine à Mélenchon. Bien fait pour lui. Pof, c'était pas sa semaine. Et bim, perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un petit peu l'image. Ah, ne me touchez pas. Je suis une personne sacrée. Je suis la République. Alors, je sais pas ce qu'il avait à cacher, mais en tout cas, pas son ego. Honnêtement, je ne comprends plus trop Mélenchon. D'un côté, il critique les patrons, le libéralisme, le capitalisme, et de l'autre, il est prêt à forcer un barrage de police pour aller travailler. Je comprends plus. À droite, grosse semaine chez les Républicains. Laurent Wauquiez se trompe de destinataire et envoie un SMS de son plan de bataille à celui qu'il cible.
C'est ballot, c'est ballot. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Le problème avec Laurent Wauquiez, c'est qu'en matière d'acte, il en a manqué beaucoup plus qu'il en a réussi. Mais pas d'inquiétude, la relève est assurée, puisque le poulain de Wauquiez a été, lui, enregistré en train de discuter de la meilleure façon de frauder. On comprend tout de suite, évidemment, que c'est le poulain de Wauquiez, puisque, comme son mentor, il s'est fait enregistrer à son insu. International. 2 nouveaux seins canonisés par le pape François. Ce sont les 2 premiers et ça a dû lui faire tout bizarre au pape François de se retrouver pour la première fois face à une paire de seins. C'est le jeu, monsieur Mignon. Tu n'as pas compris. Oh putain, c'est balèze. Ah, c'est long à monter, mais c'est balèze. Quand ça vient, c'est bon. Ah ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. Pérou. Un maire élu à pile ou face. Et ça, je peux vous dire, heureusement que Serge Dassault est décédé, ça lui aurait fait un choc de savoir qu'on peut influencer une élection avec une seule pièce de monnaie. Revenons en France. Un ticket de métro nouveau débarque à Paris à partir de ce lundi. Alors on va les voir, comme ça vous avez une idée. À gauche, c'est l'ancien ticket de métro et à droite, c'est le nouveau. Bon, ça n'a rien à voir. Ouais, ça va pas révolutionner le domaine de l'épilation du maillot. Sport. Bon anniversaire Didier Deschamps. Didier Deschamps fêtait cette semaine ses 50 ans. 50 ans et toutes... Non. Non. Elle était meilleure. Cinéma, chouette information. Les États-Unis préparent un film sur Redouane Faïd. Alors évidemment, la grande question, c'est mais qui va jouer le rôle de Redouane Faïd? Un franco-algérien dont on perd complètement la trace. Je pense que Faudel a les bonnes dispositions. People. Ah, j'avoue, peut-être vous le saviez, vous qui étiez dans le showbiz, mais moi pas. Laetitia Hallyday, Johnny l'avait chargée de mettre fin à l'idylle entre Laura Smet et Doc Gynéco. Dans un livre à paraître sur Laetitia, on apprend qu'elle avait pour mission de séparer Laura, qui était alors âgée de 13 ans, et Doc Gynéco, dont elle s'était entichée, qui en avait 22. Donc apparemment, à l'époque, il n'était pas que gynéco, il était aussi pédiatre. Allez, les brèves! Belgique, c'est chez moi Thierry, on est encore fiers. Sur une base militaire, un F-16 tire accidentellement sur un autre F-16 et le détruit. Comme je dis souvent aux Français, ça explique un peu pourquoi en 40, les Allemands sont arrivés assez vite chez vous. Voilà, on n'a rien pu faire. Et la dernière, aux États-Unis, Ryan, un jeune homme de 22 ans, arrêté pour avoir eu des relations sexuelles avec le pot d'échappement de sa voiture. Alors, bon, apparemment, la voiture était consentante, puisqu'elle n'avait pas allumé les feux de détresse, mais... Mais véridique, je me suis renseigné, ça existe. Ça s'appelle la mécanophilie. C'est important de le savoir. Alors évidemment, il y a des variantes. Si vous êtes excité par une Mini, c'est de la pédomécanophilie. Si vous êtes excité par une 2 chevaux, c'est de la zoomécanophilie. Si vous êtes excité par une Lada, c'est de la nécromécanophilie. Voilà. Allez, l'artiste de la semaine. La crécelle. La crécelle. Mon nouvel instrument. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de la FIAC, évidemment, Thierry, la Foire internationale d'art contemporain. Elle se déroule en ce moment à Paris jusqu'à demain, foncez-y si vous avez l'occasion. Et cette année, à l'occasion de la FIAC, le Centre Pompidou, comme on le voit, a proposé jeudi soir une nuit électro avec notamment un DJ set de Laurent Garnier. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'art contemporain nous fasse que mal aux yeux, il peut aussi nous faire mal aux oreilles. L'artiste mis en avant par Pompidou, eh bien, c'est Davidé Baloula. C'est un jeune artiste français, on le voit ici, avec 2 artichauts en guise de maracas. Séparément, il compte monter un projet d'orchestre vegan avec Émeric Caron. Et c'est quelqu'un qui aime utiliser l'espace quand on le lui propose, notamment ici, on va voir, voilà, c'est une de ses œuvres. Alors, évidemment, c'est un petit peu ce qui arrive quand on demande à Amadou et Mariam de te passer un coup de main pour poser les tableaux chez toi, mais... Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Alors, on va voir une autre œuvre, évidemment. Voilà, un nouveau projet de terrasse chez Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis une autre que moi j'aime beaucoup parce que je pense que c'est un hommage à France Gall et Michel Berger, puisque là on comprend clairement pourquoi ils jouaient du piano debout. C'est parce que le tabouret est hyper long. La musique est très présente dans son œuvre. On va en voir une autre ici. Voilà, ce tourne-disque suspendu à une corde qui est reliée, on le voit comme c'est joli, à un ballon. Ce qui empêche la tête de lecture de se poser sur la platine. Un cadeau magnifique à faire à un amateur de Christophe Maé.
Autre œuvre, voilà, ça c'est le célèbre opticien à Flelou qui s'attaque au marché russe avec les Chin-Chin Tchernobyl. Et ce que j'aime, moi, Thierry, dans l'art, c'est qu'il interroge, notamment l'œuvre suivante. Et c'est vrai que quand on la regarde, cette œuvre, eh ben, on est obligé de se poser la question. L'escabeau à droite, c'est de l'art ou c'est juste un oubli du personnel d'entretien? Voilà, mais c'est important. Et parfois, il sort des musées, vous voyez, cette œuvre, voilà, en dehors, on voit le plongeoir plutôt tourné vers la cible au sol que vers le plan d'eau. Et ça peut être une bonne idée pour remonter les audiences de Splash. Et enfin, la dernière, c'est une performance proposée par Davide Baloula. Il a placé des gens dans un musée en train de mimer des gestes. Alors après, les concerts de air guitare, on découvre le air paluchage. Voilà, ici, voilà, on est à mi-chemin vraiment entre le mime marceau et la proctologie. Mais voilà, la dernière que j'aime beaucoup, voilà, c'est les mains d'un Marseillais qui explique à une femme ce que représente 12 cm. Voilà, si vous avez l'occasion, demain, allez à la FIAC, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien. Bravo! Et voilà, c'était Alex Vizorek. On retrouve ici, la semaine prochaine, et sur scène, au Théâtre Comédia, au Pierre et le Loup, du 1er au 3 novembre. Et maintenant, c'est l'heure de la promo. Qui s'affiche, c'est Shopping. Alors voilà, un artiste, c'est aussi un code barre. Alors, Marianne James, vous avez 2 produits à vendre dans Shopping ce soir. Ah, d'accord, ok. Tati Jambon et Incroyable Talent. Alors, on commence par Tati Jambon. Après plusieurs semaines de représentation en Avignon, le spectacle musical pour enfants Tati Jambon, le concert, a été donné pour la première fois à la Grande Comédie de Paris ce matin à 11h. Donc, ça s'est bien passé? Très bien. Bah, ça m'étonne pas. Les enfants sont adorables. Et ensuite, donc, il y aura une tournée en 2019. Hein. Il y a le 2e livre CD, donc, de Tati Jambon, Tous heureux, donc, il est déjà disponible dans les bacs. Ça y est, il est sorti, oui. Voilà. Alors, le pitch, c'est que vous embarquez des enfants pour leur première rêve party. Hein, c'est ça. C'est un concert familial? Oui, complètement familial. C'est très poivré quand même, hein. C'est poivré. Faut que les mômes soient un peu dessalés vu que c'est poivré. Je sais pas, mais en tout cas, ils essayent de tout comprendre, mais il y en a pour les parents aussi. Oui, voilà. c'est ça. Il y a un 2e degré. Elle est bonne, la vanne, hein. T'as vu? Non, mais note-la. Tu l'as adoré, la vanne. Ouais, je sais. Alors, attention. Donc, il y a de la bossa nova, de la samba, de la pop, de l'électro, du rock. Hein. Ouais, tout ça. Ouais. Vous voulez qu'on regarde à quoi ça ressemble? Ok. Alors, attention, mesdames, messieurs, on embarque sur Air Licorne, Magnéto Serge. Le commandant Tati Jambon et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air Licorne A380 en provenance de Je fais la gueule à destination de Tous heureux. En vue du décollage, veuillez attacher vos ceintures et vous redresser sur votre siège. Et c'est parti! Il était une fois un prince borné, une fée rebelle qui jouait au dé pour savoir lequel épluchera les patates, plantera les tomates et taillera les haies. Et qui promène le dragon? You sexy mother jambon! You sexy mother jambon! Bah, vous assurez à mort, hein, vraiment. Ben, hein. c'est un vrai concert, rock, Ouais, bossa, ouais, tout ça. c'est bien. Le surnom de Frank Sinatra, c'était The Voice. Le surnom d'Elvis Presley, c'était The King. Et vous, c'est Tati Jambon. C'est un personnage qui restera un peu comme Ulrika von Glott ou comme Miss Carpenter, Pourquoi finalement. pas, ouais. Vous créez comme ça des personnages. Des créatures, oui. Vous allez les faire jusqu'à la fin de votre vie, en fait. Bah, jusqu'à ce que je sois une très très vieille dame, il y aura toujours un personnage. Alors, en fait, si vous étiez resté mince, sérieusement, Oui. vous n'auriez jamais pu faire tous ces personnages. Ah, vous avez comme... vu ça un peu? Vous l'avez vu? Ah ouais, c'est étonnant, hein. Moi, ça me surprend. C'était il y a 15 jours. Ça.
Non, mais c'est vrai. Les Vous n'auriez opérations, jamais c'est pu dingue, faire hein. tous ces personnages. Vous auriez fait une autre carrière, en fait. J'aurais fait une autre carrière, mais enfin, moi, je me sens plus heureuse aujourd'hui qu'à l'époque de ces photos. Ouais. Ça, c'est vrai, je peux le dire. Hein. Bah oui, c'est important de le dire. Plus heureuse. Voilà, ce body-là, il va bien, quoi. Il est en forme, il danse, il chante, il vit. Je sais pas. Lui, il va bien, quoi. Que c'est beau à répondre. Et puis il y a la télé. Oh là là. Puisque France 2 vous a viré comme Patrick Sébastien, on verra Patrick tout à l'heure qui est très énervé, vous dites France 2 m'a bien baladé. Ouais, Ils m'ont fait faire la promenade, oui. Ouais, ils vous ont pas donné de business. Hein. Exactement. Alors vous c'est avez ça. été viré, donc évidemment de Prodige remplacé par Daphné Burki. Superbe, hein. Ensuite, qui est le meilleur, hein, que j'aime beaucoup. Qui est vachement bien. Ensuite, Moi, viré de l'Eurovision. Alors pour l'Eurovision, je comprends. Quand la Biélorussie a voté pour la Russie, vous avez dit c'est bien, vous aurez du gaz. Voilà, c'est pas Mais méchant. non, c'est pas méchant, mais c'est juste. Vous avez été remplacé auprès de Stéphane Bern par Christophe Willem. On s'aime beaucoup. Bon, donc il n'y a pas de souci. problème avec Christophe. Non, parce que franchement, la cabine de commentaires, je pense qu'en 40 ans d'Eurovision, il y a dû y avoir à peu près 80 personnes qui ont commenté pour la France, donc elle n'appartient à personne. En fin de D'accord. compte. Sauf que je m'y sentais bien. Voilà. Là, vous étiez formidable. Tu occupais ta place, c'est ça. Ah ça, le pauvre Stéphane, il était coach. Ils étaient sous vide, les deux. Il était sous vide, c'est ça. Alors, résultat, vous êtes de retour sur M6 pour Incroyable Talent. Donc le 30 octobre, c'est le mardi à 20h50 sur M6. Alors dans le jury, il y a Éric Antoine, évidemment, Hélène Ségara, Sugar Samy, donc, et vous. Alors, il y a le Golden Buzzer. Alors ça, je trouve, c'est une idée géniale. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer quelqu'un directement en finale. Voilà. J'adore. J'adore parce que c'est injuste. C'est injuste, Et vous la vie trouvez est injuste, absolument. Ça vous plaît bien, parce que c'est j'adore. injuste. Quand c'est d'accord. injuste, je suis content. Oui. Alors, le gagnant gagne 100 000 euros. C'est pas rien, 100 000 Non, euros. c'est pas rien. Et alors, il va jouer au Théâtre d'Aix, donc qui appartient à Éric Antoine. Oui, il sera invité aussi au Théâtre d'Aix. Mais c'est qui, super. Qui a bien démarré. Est-ce que je peux Éric est faire très Incroyable heureux. Talent, moi? Alors, qu'est-ce que vous présenteriez? Qu'est-ce que vous savez faire d'incroyable? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? La truite de Schubert. Vas-y. Alors, allez-y. In einem Bächlein Eil, da schloss im Froheil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand am den Gestalt und sein süßer Ruh, die launische Rappelez le Forelle. général, on a des problèmes. Il le sait, il le sait. Il Forelle. Ah non, mais il le sait. C'est tout. Non, attendez, non. Non, rassurez-vous, non. Non, C'est mais la seule honnêtement, que... non, mais comment vous la connaissez en allemand? Pourquoi vous la Parce connaissez? que j'ai fait allemand deuxième langue, figurez-vous. Alors, non, le problème, sérieusement, c'est qu'il va falloir remonter quand même un petit peu en audience. En 2016, c'était 3,6 millions et 15,5 de part de marché. En 2017, on est à 2,5 millions et 11,9. C'est un gros boulot, là. Ouais, mais je pense que... C'est mort. Moi, mon petit doigt me dit que ça va redécoller. Il y a un mec que j'adore avec vous, c'est Ginola. C'est un monsieur, Ah, hein. je l'adore. C'est pas lui qui a fait un centre trop long contre la Bulgarie? Dans 15 jours, il est là, tu vas lui dire. Donc, à 11 ans, vous chantiez comme Ella Fitzgerald, donc c'est pas... Ah non, pas comme. J'avais envie de chanter comme elle, mais Ouais, j'étais d'accord, pas vous comme. chantiez. Non, non, ok. Vous auriez pu faire Incroyable Talent à l'époque. Oui, j'aurais aimé faire Incroyable Talent, j'aurais aimé faire The Voice, j'aurais aimé faire Nouvelle Star, j'aurais aimé faire Prodige. Ouais, Est-ce ouais, que, que vous chantez en scat? Est-ce que vous connaissez le scat? Un petit peu, oui. Vous pouvez me faire un truc juste pour moi, ça? Ok. Vas-y, vas-y. Ah putain, j'adore, bravo. Hey. Attention. Pardon, c'est joli, mais ça veut rien dire. Hein. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui cherche toujours un slogan en compagnie de Pascal Obispo, de Marianne James et de Laurent Baffy. Alors n'oubliez pas, en fin d'émission, je reçois Patrick Sébastien qui réagira en exclusivité et pour la première fois à l'annonce de son éviction de France 2. Et sans spoiler l'interview, je crois qu'il n'est pas très content. Et on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche.
Pascal Obispo, rebonsoir. Bravo. Alors Pascal, on va parler de votre album. Vous allez ensuite nous faire un morceau live, merci. Mais avant ça, je voudrais savoir quelles leçons vous tirez de votre saison chez The Voice, parce qu'il y a un an, vous n'étiez pas très chaud. Magnéto, Serge. Alors Zazie est dans The Voice. Vous adorez l'idée des auditions à l'aveugle, mais vous dites que vous ne pourriez pas faire partie du jury. Vous trouvez ça trop cruel? Oh, c'est cruel. Ouais, mais quand tu sais que la passion t'habite, attention, hein. Depuis tout petit, quand t'es passionné de musique, c'est super dur à quelqu'un qui aime profondément la musique et qui aime chanter, qui fait ça depuis des années, de lui dire bah non mon gars, je choisis l'autre à côté. Ça, c'est pas un truc qui me branche. Et voilà. Donc ça a été, ça a été ma plus grande difficulté, effectivement. Ouais. Moi, j'y suis allé parce que c'était un programme bienveillant. Ouais, c'est un bon et programme. j'aime la bienveillance. Très bon programme. Voilà, donc il n'y a aucune agressivité. Comme Patrick Sébastien. Exactement. Bien. Alors, on va passer à l'album. Maintenant, le titre. Alors, fini les conneries style Captain Samurai Flowers. Oh là là. Non, c'est pas des conneries, ça. Ouais. Ah si, c'était pas bien. Ça s'appelle... Ah bah, c'était pas bien. L'album était bien. C'était de la merde. Au moins, bah, Ça s'appelle tout simplement Obispo. Oui. Voilà. Mais ça t'est venu d'où ce titre? Ben, c'est parce que... Bah, c'est les... Non, en fait, c'est pour ses anciens collègues de la FNAC. C'est plus facile. Quand le mec arrive, vous avez le disque d'Obispo? Ben oui, Obispo, on l'a, il est là. C'est un titre qu'on appelle éponyme. Éponyme, oui. Ça fait classe de dire éponyme. Ouais. Tu vois. Éponyme. Éponyme, comment ça va? Comment ça va bien, éponyme. Alors, donc ça, c'est le titre. Hein. Mais alors, c'est difficile. Ça a l'air bien, hein, ça commence bien. dis Non, donc, hein. je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Parce que c'est un album qui est tellement éclectique. Éclectique. C'était difficile de trouver un titre qui chapeaute le tout. C'est vrai ou pas? Parce que c'est un album très personnel où j'ai mis beaucoup d'influences à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire mes références aussi bien musicales que littéraires, que géographiques, que personnelles. Voilà. Alors, l'esprit de l'album, c'est un retour aux sources, en fait, dans le Rennes des années 80, l'époque de Philippe Pascal, de Marc Itzard, de Marc Seberg. Et vous avez une phrase qui est assez juste, finalement. La musique qui nous reste toute notre vie, c'est celle de notre adolescence. Exactement. Et la musique de votre adolescence, c'était Police, c'était Cure, c'était Joy Division, et c'était Marc Itzard, évidemment. Et je pense qu'on en est tous Vous avez bouclé la boucle, en fait. J'ai bouclé, oui, mais je ne fais que commencer, presque. En fait, je reviens à mes racines. J'avais envie de retrouver la musique qui m'a fait grandir et qui m'a construit. Et celle qui m'a construit, c'est celle, enfin en partie celle que tu as citée, celle que j'ai appris dans des groupes de rock à Rennes. Voilà, bon, ça fait pas de mon album un album rock, mais ça fait de cet album un album très pop, très énergique, un petit Très peu comme authentique. Oui, parce qu'en plus j'ai écrit beaucoup de choses dans l'album. J'ai écrit quasiment tous les textes où Voilà. j'ai raconté. Alors, on va ma vie. regarder l'époque de Rennes, d'accord? Ah bah si tu veux. Magnéto, Serge. C'est drôle parce que pour cette télé, on était toujours habillés en noir et comme je suis passé pour la première fois à la télé, j'avais pris un costume blanc. Ouais, mais c'est- quand vous regardez ça, sérieusement, qu'est-ce que vous vous dites là? Je me dis, enfin, ça me donne envie de rechanter cet album parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais absolument pas chanter. Et en 25 ans, j'ai un peu appris, donc ça me donne envie de reprendre les bandes et de refaire un bon disque avec ce disque et de reposer une voix. Est-ce que vous avez regretté finalement ensuite d'être devenu un chanteur de variété? En fait, quand j'ai commencé la musique, donc j'ai commencé avec des groupes de rock, mais quand je suis arrivé à Paris, la musique que je proposais n'intéressait personne, avec ma voix grave. Et donc il a fallu que je trouve une idée. Et mon idée, ça a été de chanter en voix de tête. Ouais. Voilà. Et donc, et après... On connaît l'histoire, mais l'histoire, est-ce que vous avez le sentiment, en fait, d'avoir vendu votre âme au diable?
Non, mais on peut parler d'une forme d'adaptation. À l'époque, j'imagine que les maisons de disques vous poussaient vers la variété parce que vous aviez un tel succès. Tout le monde. Ouais. Ah oui, une fois que ça a commencé. Bah oui. Ah oui, je pouvais pas. C'était terminé. Vous avez fait des chansons quand même inoubliables. Il y en a 2, 3 là. Je suis tombée pour elle. Et je vais dire pour elle. Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien. J'existe, c'est d'être fan. C'est génial. C'est un grand mélodiste. Vous êtes un grand mélodiste. Un immense mélodiste. Il y a très peu de grands mélodistes. Il y a Julien Clerc, parce qu'on parle toujours des paroliers de Julien Clerc. Si, il y a de très bons mélodistes. Je peux citer Calogero, qui est un... Calogero. Violet. Non, Violet, non. La superbe. Siffle-moi une chanson de Benjamin. Je ne sais pas siffler, je ne suis pas Micheline Dax. Mais non, parce qu'il n'a pas fait de grande mélodie, Violet. Benjamin je suis désolé. C'est un producteur, très grand musicien. C'est un musicien, il n'a jamais fait une mélodie. Mais est-ce que sérieusement, voilà, maintenant, vous êtes à l'âge mûr, est-ce que finalement vous ne dites pas, j'aurais mieux fait de rester sur mon truc de Rennes et faire téléphone, faire... Non, parce que je pense que, d'abord, téléphone, c'est pas Rennes, c'était Marquis de Sade à Rennes, mais non, le truc, c'est que si j'avais continué à faire du rock, je pense que j'aurais peut-être toujours été un artiste inconnu, incompris et frustré de ne pas se réaliser dans la musique. Moi, la chance que j'ai eue, justement, c'est de travailler avec tous ces artistes. Mais c'est vrai que l'adolescent, si tu demandes à l'adolescent que je suis encore, c'est vrai que le rêve que j'avais, c'était d'être dans un groupe de rock, mais même pas chanteur, même guitariste, et de faire et d'être... Alors, on va regarder maintenant Chante la rue, et ensuite, vous nous ferez Rien ne dure, d'accord? Ok. Magnéto Serge. Chante la rue, chante. C'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante. Les pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Bravo, très bien. Et voilà, alors, il y a de nombreux featuring dans votre album. Ouais. Il y a Isabelle Adjani, en fait, c'est une chanson que vous aviez fait pour un album d'Isabelle. Qui n'est jamais sorti, qu'on n'a jamais fini. Et vous avez appelé Isabelle. J'ai appelé Isabelle, elle était OK pour qu'on tire un extrait de cet album, et c'est un magnifique... Absolument, il y a Youssou N'Dour, Calogero, Philippe Pascal, évidemment, René, Marquis de Sade, Christophe, et il y a une chanson qui s'appelle « On n'est pas seul sur Terre », et c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un mec qui se fait exploser en mobilette sur une route la nuit en février 2008, et vous le ramassez, et un jour il revient vous voir sur une chaise roulante. Oui, j'ai vu un accident, et puis j'ai ramassé le gars qui était par terre, donc... Et c'était un peu, il était déchiqueté parce qu'il avait des membres aussi qui étaient séparés de son corps, donc voilà. Et c'est très perturbant, c'est très traumatisant parce qu'on y pense tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'avais besoin d'en faire une chanson et d'en parler. Et si j'ai fait cette chanson, c'est parce que c'est vrai, un an après je l'ai retrouvé. On a sympathisé. Il a donc un bras en moins et une jambe en moins. Et cette chanson qui s'appelle « On n'est pas seul sur la terre » parce que il s'est fait défoncer par un connard qui en plus ne s'est pas arrêté. On n'est pas seul parce que c'est vrai que j'étais là par hasard, et on n'est pas seul parce que Nicolas, comme il s'appelle, Nicolas est quelqu'un d'extrêmement touchant et bienveillant, et je trouve que c'est un être extraordinaire, comme le chantaient les Innocents, cet homme extraordinaire dont on ne parle jamais, qui passe sa vie à aider les autres, à se battre pour les autres, alors que finalement il a beaucoup souffert, et j'avais envie de faire cette chanson pour lui parce que c'est vraiment un mec incroyable. Et maintenant, c'est l'heure du live. Rien ne dure. Rien ne dure, 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser,
Combien de temps d'amour à partager? Rien ne dure. Des passions, des secrets. Ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps freiné. Que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, beauté, gloire, apogée. Dans cette course effrénée, et ce peu qui reste à partager. Tout se meurt avant la vie d'après. Pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner quand la Porsche de James Dean s'envole en fumée. S'envole en fumée. Rien ne dure. Les chanteurs, leurs blessures. Mais quand tu es contre moi, tu peux encore arriver. Tu peux encore arriver. Merci Pascal et Marianne. Merci d'avoir été avec nous. Laurent, à la semaine prochaine, bravo. J'ai retrouvé le petit rocker de Rennes. Bravo. Merci beaucoup Pascal, merci. Merci Marianne. Et maintenant j'accueille Patrick Sébastien. Les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran. Mais avec toi, il y a quand même un dossier. Ouais. Ça va? Ça va, ça va. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es revenu pour rien changer. Et maintenant, c'est l'heure de l'interview vérité. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir mon Thierry. Vous êtes là pourquoi ce soir? Je suis pas là pour me plaindre de mon sort, pour pleurer sur mon sort, parce que je me suis fait virer, mais il y a des gens tous les jours qui se font virer dans des circonstances bien plus difficiles que moi ça va, j'ai mon métier d'artiste, j'ai plein de choses, donc j'ai reçu plein de gens qui m'ont dit mon pauvre Patrick, non, voilà, c'est comme ça, et il y a bien pire que ça. Non, je suis venu pour expliquer, parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment pas, ceux-là, ça leur fait plaisir, mais ceux qui m'aiment bien, ils comprennent pas. Alors je voulais leur expliquer vraiment ce qui s'est passé, pourquoi on me fout dehors, mais encore une fois, c'est pas très très grave, il y a des choses bien pires. Et dans ma vie, j'ai connu des choses bien pires, je sais relativiser. Je sais. Tu sais, il y a les douleurs ineffaçables et les douleurs passagères. Ça, c'est une douleur passagère, donc je sais. Ça passera. On va en parler, mais d'abord, le magnéto de Blacko, Serge. 1953. Patrick Bouteau naît à Brive-la-Gaillarde. Sa mère n'a que 17 ans et son père refuse de le reconnaître. Il passe son enfance à Juliac, un village de Corrèze, où il apprend à rendre les coups quand on le traite de bâtard. À seulement 17 ans, Patrick devient père et se marie. Après quelques études de lettres, il passe le concours d'inspecteur de police et le rate d'1 point. 1974. Patrick Bouteau monte à Paris et prend le prénom de son fils comme pseudo. Il fait la tournée des cabarets avec ses imitations de Bourvil jusqu'au jour où Sardou l'embauche pour sa première partie à l'Olympia. Grâce à ses passages réguliers à la télé, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, il fait son premier Olympia en 1980. 1984. TF1 commande à Patrick Sébastien une émission spéciale pour Mardi Gras. Carnaval restera finalement 3 ans à l'antenne. Même les politiques viennent y chanter. Sur TF1, Sébastien enchaîne les succès. Il établit même un record d'audience en 92 avec Le Grand Bluff qui rassemble plus de 17 millions de téléspectateurs. C'est pour TF1, on voudrait savoir, qu'est-ce que vous pensez de sa nouvelle émission à Sébastien?
Ça me semble parfait. Sans oublier qu'il a lancé la carrière d'artiste comme Dupontel, Danny Boone ou Dujardin. Mais en 95, coup dur, Patrick Sébastien est viré de TF1 pour une imitation de Le Pen chantant Casser du Noir. Il publie un communiqué annonçant qu'il arrête définitivement la télé. 1998, il arrive sur France 2 avec le plus grand cabaret du monde. Et bonsoir à tous. Une émission qui durera 20 ans. Mais la télé ne lui suffit pas. Il va aussi devenir réalisateur, acteur... Il est son avocat ? Non, je suis son ami. Écrivain et bien sûr chanteur. 2018. Début octobre, Patrick Sébastien menace de quitter France 2 si on ne lui accorde pas plus de temps d'antenne. Une semaine plus tard, il est viré. Ils sont en marche. Même s'il aura 65 ans cette année, pas sûr pour autant que notre patoche national ait envie de prendre sa retraite. Le nez rouge de Clooney, grossier pour moi, c'est le plus lumineux des mercures. Juste un truc, j'ai pas menacé France 2. En fait, il y a 15 jours, il y a un journaliste qui m'a appelé et qui m'a demandé ce que je comptais faire l'année prochaine. Et je lui ai dit, si j'ai pas le même nombre d'émissions, je pense que je vais m'en aller. Et bon, il a voulu faire du buzz. Il a écrit ultimatum, Patrick tape du poing sur la table. Pas du tout, surtout qu'avec France 2, on était d'accord. Il devait me dire avant fin octobre ce qu'il voulait faire de moi. Et ils me l'ont dit. Ils te l'ont dit, voilà. Alors, il y a le fond, il y a la forme. On va commencer par le fond. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a déclaré que vous n'étiez pas sa tasse de thé. Est-ce que parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans ? Il y a tout là-dedans. Finalement, Delphine Ernotte, c'est peut-être celle à qui j'en veux le moins dans cette histoire, parce qu'elle est venue pour ça. C'est une chef d'entreprise. Elle a travaillé dans des grosses entreprises. On ne fait pas de sentiments. On n'est pas là pour avoir des états d'âme. Alors, elle a dit des choses qui m'ont touché, qui sont passées comme une lettre à la poste. Un homme blanc de plus de 50 ans, je ne sais pas, quand on exclut quelqu'un pour sa couleur, pour son identité et pour son âge, c'est de la ségrégation. Mais apparemment, ça n'a pas fait plus de tollé que ça. Ça a moins choqué que si elle avait dit un mâle noir de moins de 25 ans. Mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça, c'est pas très grave parce que ça touchait tout le monde. Ce qui était plus embêtant, c'est ce qu'elle disait de moi, c'est-à-dire que j'étais pas sa tasse de thé. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ce qui est logique, comme dans toutes les grandes entreprises, on ne pouvait pas me virer d'entrée parce que ça marchait très très bien. Donc petit à petit, c'est ce qui se passe dans ces cas-là, on pousse la personne à partir. C'est-à-dire qu'on m'a fait plein de choses qui auraient dû me pousser à partir. Ils ont dit, il est impulsif, il va péter un câble, il va s'en aller. Mais je suis resté. Et je suis resté, on a enlevé un tiers de mes commandes il y a 2 ans, et puis un tiers de plus l'année dernière, mais je suis resté pour mes employés, parce que j'ai une petite boîte, je suis resté pour le public. Vous avez baissé votre salaire à ce moment-là ? Ah oui, j'ai gardé le salaire, comme tout patron doit le faire, c'est-à-dire j'ai baissé mon salaire et j'ai gardé celui de mes employés. Mais je me suis battu pour... Et puis, au bout du compte, ils y sont arrivés. Alors, Patrick, je pense que Delphine Ernotte vous prend pour un beauf populiste. Est-ce que c'est... Enfin, attends, déjà, je pense pas qu'elle a dû voir beaucoup d'émissions, parce que moi, Delphine, je te dis encore une fois, je l'ai vue... Je ne sais pas si ça arrive souvent aux employés. Moi, en 4 ans, j'ai vu 10 minutes. Ouais. C'est tout. Et quand je l'ai vu, elle ne savait pas que j'avais fait le Grand Bluff. Ah oui. Qui est le record d'audience. 17 millions. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme le patron de la fédération de tennis qui ne sait pas que Noah a gagné Roland-Garros. Tu vois, c'est un peu ça. C'est la plus grosse audience de la télévision française, quand même. Ouais, mais elle n'est pas là pour ça. Bien. Elle est là pour assainir le Elle vous prend pour un beauf populiste. Est-ce que c'est du délit de faciès ? Est-ce que c'est du racisme ? Non pas du racisme ethnique, parce que vous êtes blanc, mais du racisme social. Parce que vous êtes populaire, donc populiste. Peut-être que c'est ça, mais on est plein comme ça. Moi, les gens qui regardent le plus grand cabaret du monde, c'est des gens qu'on n'entend pas souvent, mais ils existent. Tu sais, ils m'ont attaqué à un moment sur les audiences. Les audiences, elles se portent très très bien. Tout le monde a baissé en audience. Là, ce qui m'a remplacé samedi dernier, le truc sur Jean-Paul Gaultier, ça a fait 700 000 de moins que les années bonheur. Ouais. Pourtant, dedans, il y avait Christine and the Queen, Stromae, etc. Il y a une autre France, je pense qu'il peut y avoir sur une chaîne Taratata et les années bonheur. Mais effectivement, je suis pas... mais j'ai jamais eu cette carte-là, tu sais bien. Vous plaisez pas aux élites ? Ouais, puis on me reproche des trucs en plus que des fois j'ai du mal. Quand on parle de mes programmes vulgaires, franchement, si vous regardez le plus grand cabaret du monde, il faut m'expliquer ce qu'il y a de vulgaire dans le plus grand cabaret du monde, qui est, je le précise, l'émission la plus regardée sur TV5 Monde, qui est l'émission qui a le mieux résisté à un match de la Coupe du Monde, qui est l'émission qui, le 31 décembre, fait la plus grosse part de marché de la chaîne de l'année. Donc, il y a un moment,
tu te dis, il y a d'autres raisons. Donc, Delphine Ernotte, la direction de France 2, ne vous a pas reçu pour vous dire que vous étiez viré. Je vais te dire juste 2 choses qui symbolisent bien ça. C'est d'abord la manière dont j'ai été viré, là. J'ai vu personne, moi. Moi, depuis une semaine, j'ai pas eu un coup de téléphone. Ils vous ont pas appelé? Non, j'ai rencontré personne. On a convoqué ma femme, qui est la directrice de ma boîte, pour lui dire en 5 minutes, vous lui direz que c'est fini. Au bout de 22 ans, où j'ai fait gagner beaucoup d'argent au service public, où j'ai créé, où j'ai jamais escroqué le service public, j'ai mis l'argent à l'antenne. C'est vrai. Déjà ça, c'est quand même un peu violent. Mais c'est pas grave, je te dis encore, dans la vie, il y a des gens qui se font larguer beaucoup plus vite que ça. Mais je pense qu'il y a une chose qui te résume toute cette malveillance, entre parenthèses, que j'ai eue, c'est il y a 1 an, pour justifier que je n'aurais plus que 7 émissions. Ils ont fait faire une étude par un mec de France 2, donc à charge, puisqu'il fallait justifier. Et dans cette étude, il me démonte, le mec. Hein. J'ai plus de talent, les émissions n'ont pas d'originalité, mais ça, c'est normal. Mais surtout, ce qui résume bien le tout, c'est la dernière phrase de cette étude. Je sais pas, tu connais la phrase, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Voilà. La fin de ce rapport, parce que le mec, il est quand même obligé de reconnaître qu'on fait de l'audience, la phrase, elle est comme ça. Hein. Quand je l'ai lue, ça m'a fait drôle. Je vais l'encadrer pour mes enfants. C'est « Patrick Sébastien fait de l'audience malgré tout, grâce à son pouvoir contaminant. » Contaminant. C'est là que j'ai appris que j'étais un virus, une maladie. Ça, c'est dans une étude réalisée par France 2 qu'on a transmis à mon avocat. Ils disent que vous avez un pouvoir contaminant. Voilà. Alors, je vais te dire, je veux être vraiment sincère. Tout ça, au bout d'un moment, tu te dis, putain, j'ai quand même une dignité. Je ne suis pas un paillasson. Allez vous essuyer les pieds ailleurs. Ça me fait de la peine. C'est la télé, ok. Mais il y a quand même un minimum de respect à avoir. Moi, je me suis appliqué toute ma vie à avoir du respect pour les gens. Tu sais, j'ai fait mon livre sur la bienveillance. Oui, alors, on en a parlé la semaine dernière. Tout ce que je viens de te dire, je calomnie pas, j'insulte pas. C'est comme ça, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Et puis, je ne serai pas malveillant avec ces gens-là. Je vous ai juste dit la vérité. Frédéric Dard avait vécu de la malveillance, je l'ai mis dans mon livre, il m'avait dit une phrase magnifique. Il m'avait dit, tu sais Patrick, c'est quand les gens sont les pires avec toi qu'il faut s'appliquer à être les meilleurs. Donc moi, je vais m'appliquer à passer par-dessus. C'est très bien comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que un peu de respect, ça m'aurait fait du bien. Ces gens-là ne vous aiment pas, parce que vous incarnez une France qu'ils n'aiment pas. Mais là, on est dans autre chose. On est dans la politique générale du pays. C'est pas que la télévision. Non. Moi, le fait d'être populaire, ça veut dire que je croise les gens du peuple. J'en viens. Je suis en osmose avec eux. Je parlais des paillassons, mais il y a plein de gens qu'on traite comme ça. Il y a plein de gens pour qui le fait d'être, je sais pas comment dire, bon, ils aiment pas forcément Benjamin Biolay, ils bouffent pas vegan. Tu vois, le mec qui va à la poste, service public, si on lui disait... vous aimez Benjamin Biolay, vous bouffez vegan? Non? Ah ben vous n'aurez pas le courrier. C'est un peu ça. Il y a en France, oui, parce qu'il faut le dire quand même, France 2 est une chaîne publique, financée par les contribuables. C'est pas une chaîne privée. Ah ben moi je comprends à la limite qu'un patron jette c'est son pognon. Bolloré ici c'est son pognon, il fait absolument. Mais le service public c'est le vôtre. Ouais. C'est pas le mien. Bien sûr. Tu vois, il y a des millions de gens qui ne sont pas considérés. C'est pas forcément de l'argent en plus qu'ils veulent, c'est de la considération. Juste exister, avoir la sensation d'exister, qu'on les respecte, qu'on soit un peu plus digne avec eux. Et je préfère me ranger avec ces gens-là. Tu sais, moi je suis... la guitare autour de mon cou, c'est pas une déco, quoi. Je suis un gitan dans l'âme. Les gitans dans les villages, on leur disait dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Moi ça a toujours été ça. Heureusement que j'avais le public. Ce que j'ai fait toute ma vie, les sardines, tout ça, c'est pour faire du bien à ces gens-là, à ces gens d'en bas. J'en suis fier. Je suis vraiment fier de faire des chansons à la con, comme ils disent. Je suis fier de faire des numéros de spectacle, de musical, où il n'y a pas de concours, où il n'y a rien à gagner. Parce que pour moi, la vie, c'est pas être le premier, ça se partage, tout ça. Alors c'est peut-être ces valeurs-là qui font que je ne suis pas dans le... Alors, Patrick, quand on vire quelqu'un dans une boîte, on a quelqu'un à mettre à la place. Est-ce que vous savez qui vont mettre à votre place? Non, c'est pas mon problème en plus. Est-ce qu'ils savent qui vont mettre à votre place? Non, je pense pas. Mais je sais qui pas, va faire 2,5 millions, 3 millions de samedi soir? Est-ce qu'ils savent? J'ai pas de dialogue, moi. Pour l'instant, ce qu'ils ont mis à ma place, ça n'a pas marché, mais ils vont sûrement le trouver. Attention, Ernotte, elle a bien bossé. La France Télévisions se porte bien. Ils ont des bonnes audiences. Donc, je suis pas indispensable. De toute façon, personne n'est indispensable. Moi, je vais aller voir ailleurs.
J'ai une idée d'ailleurs. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien aller sur France 2, mais quand ils seront plus là. Ça m'éviterait de traverser la rue pour chercher du boulot. C'est dans 2 ans. Et en attendant, vous allez faire quoi alors? Je vais surtout faire le nouveau spectacle qui s'appelle... Alors c'est marrant parce que j'avais fait ce spectacle avant de savoir ça, qui s'appelle Avant que j'oublie tout ce que j'ai jamais pu dire à la télé. Donc imagine bien que j'ai encore plus de choses à dire. C'est un spectacle intime qui va passer par Paris au mois de mars à la Gaîté Montparnasse. Là on fait Carcassonne, on fait Béziers, tout ça. Je pense que les gens vont être contents de retrouver tout ce que je peux leur dire. Et c'est ça qui est bien par rapport à la télé. Sur une scène, si t'es bon, ils t'applaudissent. Si t'es pas bon, ils te jettent. La télé, tu peux être bon et te faire jeter quand même. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème. Merci. Mais bon, une dernière fois, j'ai appris depuis toujours à relativiser les choses. J'ai une vie devant moi avec plein de créativité. Je peux écrire, je peux travailler sur une autre chaîne. Juste si on me donne ces 2 trucs, je demande pas beaucoup, hein. Un peu de confiance et un peu de respect. Ça suffira. Patrick, t'as joué sur scène le jour de la mort de ton fils en moto. Donc t'es solide, mon gars. Ouais, mais ça... Tu vois, ça, c'est une force. Non, alors, il y a Michel Serrault qui l'a fait. Tout le monde. Toi. Attends. Quand j'ai appris la nouvelle, comme tout le monde, si ça vous arrive, c'est terrible, tu vois. Et j'avais un spectacle le soir, en plus, en face de la route où il s'était tué, devant 10 000 personnes. Donc j'ai appelé mon pote Carlos, tu sais, un gros populaire rigolard. Et j'ai dit à Carlos, est-ce que tu peux venir me remplacer? J'aurais pas la force, j'ai pas la force. Et le gros, il m'a dit, je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si tu vas pas, tu t'en sortiras jamais. Et il m'a expliqué un truc qui m'a suivi partout. Il m'a dit, tu vas monter sur scène, ça va être très dur, tu vas donner de l'amour aux gens, ils vont te le renvoyer, et c'est ça qui va te tenir debout. Donc c'est le conseil que je donne à tous ceux qui ont des drames. Faut pas s'apitoyer, faut aller vers les autres, vers ceux qui sont plus... Et c'est comme ça que toi, tu tiens. C'est comme ça que tu tiens. Je vous jure. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.